Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir participer aux Journées mondiales des zones humides 2021 organisées par l'association Pégase et d'être venu pour une conférence sur le déclin des oiseaux avec une présentation de quelques aspects généraux aux échelles européennes et françaises. Donc je m'appelle Sylvain et je suis un étudiant en master d'écologie et éco-ingénierie des zones humides à la Fac des sciences d'Angers. Et c'est moi qui vais vous accueillir pendant environ une demi-heure de présentation. On va d'abord commencer par la caractérisation du constat de perte de biodiversité mondiale. En effet, il se trouve que depuis quelques années, les médias ont pris pour cible trois domaines particuliers du domaine de l'environnement, que sont les changements climatiques, les énergies renouvelables, et pour troisième domaine, la perte de biodiversité. Et même si pour l'instant, elle s'est concentrée essentiellement sur les mammifères, voire au niveau des vertébrés, eh bien, on va essayer de démêler un petit peu le vrai du faux et de se recentrer sur les résultats du dernier rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, publié en mai 2019. Donc ici, je vous ai présenté la capture d'écran du rapport et vous pouvez tous le consulter à l'adresse qui s'affichera juste en dessous des prochaines diapos. Donc, ce qu'on observe à l'échelle mondiale, mais c'est aussi valable pour à nos échelles un peu plus fines que sont l'Europe et la France, c'est qu'on a une proportion importante des espèces évaluées qui, finalement, est menacée d'extinction et les tendances générales s'aggravent. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui étaient plutôt bien représentées et qui maintenant sont menacées. Et donc, en fait, on a des populations qui s'effondrent littéralement avec une forte augmentation des taux d'extinction au cours du siècle dernier. Donc, ces deux captures d'écran sortent du résumé du rapport de l'IPBES 2019. Et vous avez sur la publication A le risque d'extinction actuel au niveau mondial dans différents groupes d'espèces. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous avez une présentation non seulement des espèces animales, des groupes animaux, mais également du végétal, et des groupes auxquels on ne pense pas forcément, comme les cicadales. Et d'ailleurs, ce sont les groupes d'animaux les plus menacés qui soient dans cette illustration. Même si on observe encore beaucoup de vers, c'est-à-dire beaucoup d'espèces qui sont en préoccupation mineure, eh bien, il se trouve que chaque année, la proportion de rouge, mais aussi de coloration orangée, eh bien, augmente drastiquement, et ce, dans tous les groupes d'animaux, voire même végétaux, qui sont présentés ici. Et vous avez ensuite, sur la figure B, les extinctions depuis 1500, donc depuis le XVIe siècle environ. Vous avez ici 5 groupes d'animaux, parmi les plus représentés et les plus connus, et le taux d'extinction qui existe. Taux d'extinction qui est relativement important à partir du 18, voire jusqu'au 20e siècle, et tout simplement parce que on a des espèces qui s'éteignent. Les populations sont tellement faibles qu'elles viennent à s'éteindre rapidement. Certaines espèces ne sont même pas connues qu'elles s'éteignent déjà. Et même si, effectivement, certaines régions du monde, comme les écosystèmes tropicaux, sont les plus touchées, eh bien, il se trouve que même nos régions françaises, nos régions européennes, sont également touchées par la perte de biodiversité et les extinctions. Toute personne qui a quelques notions en écologie sait que on a un taux d'extinction qui a toujours existé. C'est normal que certaines espèces disparaissent, que certaines espèces apparaissent, mais il se trouve que depuis un certain temps, eh bien, ce taux augmente drastiquement et c'est ça qui fait un peu peur. Mais finalement, on a effectivement des espèces dont les populations s'effondrent drastiquement. Mais quelles en sont les causes? Eh bien, on a des facteurs qui sont directs et on a des facteurs qui sont indirects et qui conduisent finalement à ce que l'on observe aujourd'hui. Dans les facteurs directs, on a 5 causes majeures de la perte de biodiversité, toute échelle confondue, j'ai envie de dire, même si on en a une sixième qui est dénommée autre dans le rapport de l'IPBES. Mais la première des causes, c'est
le changement d'utilisation des terres et des mers, avec ce que l'on connaît, c'est-à-dire la destruction et la fragmentation des milieux, qui ne sont bénéfiques que pour qu'une poignée d'espèces. Et puis, on a l'exploitation directe des milieux naturels, les changements climatiques, la pollution, mais j'ai envie de généraliser aux pollutions au pluriel, puisqu'on a pas seulement la pollution plastique, mais également celle avec les métaux lourds, différents polluants organiques, les hydrocarbures, etc. Et puis on a en dernier facteur les espèces exotiques envahissantes. À titre d'exemple, chez les amphibiens, on peut dénommer la grenouille taureau et le Xenopolis, tous deux présents en France. On peut également citer chez les oiseaux l'ibis sacré, présent notamment le long de la façade atlantique. On peut, chez les mammifères, citer le raton laveur et le cerf cica, qui sont des espèces qui ne sont pas encore envahissantes, mais qui sont tout de même exotiques. Et puis, c'est chez les végétaux, par contre, que l'on a le plus d'espèces exotiques envahissantes, les 3 E, où on va rencontrer, par exemple, les jussies, on va rencontrer différentes espèces d'ambroises, etc. Et puis, vous avez des facteurs indirects qui sont finalement liés forcément aux facteurs directs. Vous avez la démographie, mais également tout ce qui concerne l'économie et la technologie, les gouvernances politiques et tout ce qui concerne les interactions sociales avec les conflits et épidémies. En fin de compte, toute action que nous avons peut potentiellement avoir sa place dans les 5 causes de perte de biodiversité, sachant que les changements d'utilisation des terres et des mers représentent à elles seules plus de 50% des situations. Et puis ensuite, vous avez des exemples de déclin de la nature, et dont le plus sidérant est celui qui concerne la biomasse, où la biomasse mondiale de mammifères sauvages a chuté de 82%, et sachant que les indicateurs d'abondance des vertébrés déclinent rapidement depuis seulement une cinquantaine d'années. Autre exemple, Allman et son équipe ont démontré en 2017 que la biomasse des insectes volants dans des réserves naturelles allemandes a chuté de plus de 75%. Donc voilà, c'est dire si on peut avoir effectivement des baisses qui sont drastiques. Et pour simplifier la tâche, on va aujourd'hui se simplifier sur le déclin des oiseaux. Donc finalement, comment se traduit cette perte chez les oiseaux? Vous avez une bibliographie scientifique qui est de plus en plus volumineuse, tout simplement parce que ce sont des sujets importants et pour lesquels finalement on a une attirance, il faut le dire, pour les oiseaux, beaucoup plus que pour les insectes, et qui favorise la présence d'études sur les oiseaux. Le rapport de l'INPN intitulé La biodiversité en France, publié en juin 2018, permet d'aborder justement cet aspect d'espèces qui sont présentes en France et qui sont en déclin. En fait, on a un peu plus de 11 000 espèces qui sont présentes en France et évaluées au niveau mondial. Ça ne concerne pas uniquement les oiseaux. Il y en a 1518 qui sont des espèces menacées et plus d'une centaine sont déjà éteintes. Parmi les espèces d'oiseaux, 82% sont des espèces protégées, soit 1441. Et en fait, si autant d'espèces sont protégées, c'est parce que ce sont elles qui subissent le plus grand déclin. Après les amphibiens, 92% des espèces d'amphibiens sont protégées. Et le déclin est encore plus important. En Grande-Bretagne, Thomas et son équipe ont mis en évidence une perte de 54% des oiseaux indigènes en 20 ans. Et on va pouvoir l'observer également sous d'autres angles en France. Les oiseaux de prairie, que l'on peut aussi appeler oiseaux prairiaux, sont en déclin en Europe. Ça a été démontré par de nombreux auteurs. Et en fait, le rendement reproductif, il est trop faible pour compenser la mortalité des adultes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de jeunes qui arrivent à maturité sexuelle pour compenser la perte des adultes. Perte qui d'ailleurs peut être naturelle, mais peut aussi ne pas l'être. Tout simplement parce qu'on a une gestion des prairies qui a drastiquement évolué depuis les 50 dernières années.
Et c'est effectivement le deuxième point, c'est-à-dire que les superficies disponibles d'habitat approprié diminuent avec l'évolution des pratiques agricoles. Mais quand bien même les superficies seraient les mêmes, il se trouve que dans de nombreux cas, la pratique, la gestion des prairies n'est pas tout à fait la même qu'auparavant. À titre d'exemple, vous avez le tarier des prés qui a subi une perte de 76% entre 1989 et 2008, selon le programme Stock, qui est le suivi temporel des oiseaux communs. Vous avez une femelle présente en haut à droite, une femelle tarier des prés, et en bas, vous avez un mâle tarier pâtre, deux espèces que l'on peut rencontrer dans le même milieu et qui finalement subissent des pertes considérables. Entre autres parce que le fauchage des prairies n'est plus tout à fait le même qu'auparavant. La fréquence n'est pas la même, et puis la façon dont elle est faite, eh bien, n'est pas la même non plus. Et puis l'une des plus grandes causes, c'est le piétinement des œufs et la destruction des nids. Parce qu'en fait, ce sont des espèces qui nichent au sol et donc qui, lorsqu'on a un pâturage par des bovins, eh bien, peut conduire à la perte des œufs, voire des poussins. Et puis, lorsqu'on a un fauchage, eh bien, on peut conduire à une perte directe des nichés, mais aussi indirecte, parce que qui dit moins de matière végétale, moins de biomasse d'insectes, et ce sont les insectes dont se nourrissent les poussins. Et donc, en fait, ils n'ont plus d'alimentation, et c'est pour ça que les populations s'effondrent. Vous avez à peu près le même constat sur une autre espèce, qui est le tétralyre, que l'on retrouve beaucoup plus dans les massifs alpins. Et celui-ci a le même problème, c'est-à-dire que le pâturage intensif par les moutons, par exemple, peut conduire à la perte des nichés, mais non seulement parce qu'il y a le piétinement, mais aussi parce qu'il n'y a plus d'insectes pour nourrir les jeunes. Le programme Stock permet également de s'intéresser à d'autres espèces, mais on a des espèces qui ne sont pas évaluées par le programme Stock, mais pour lesquelles on a également des chiffres. Vous avez l'outarde canepetière, par exemple, qui est typique des milieux de prairies. En France, cette diminution est équivalente à 80% sur les 30 dernières années. Et à une échelle plus réduite, dans Maine-et-Loire, dans ce seul département, la diminution est de 60% entre 1977 et 1994. Une autre espèce que l'on peut rencontrer en prairie, mais qui n'est pas inféodée à ce milieu, c'est la linotte mélodieuse, moins 71% entre 1989 et 2008, sachant que 43% de cette perte se loge uniquement dans les 8 dernières années de l'étude. Et le craveur bec rouge, qui lui est un corvidé, eh bien, aurait subi une perte de l'ordre de 90% selon le site oiseau.net, qui est la référence sur les connaissances d'oiseaux, entre autres parce que, on vient de le dire, les pratiques pastorales ont évolué, et donc, eh bien, si on avait auparavant 200 moutons sur un milieu et que maintenant on en a 800, on peut effectivement penser que la gestion pastorale n'est plus tout à fait la même. La gestion du milieu prairial d'altitude n'est plus la même, et donc les populations qui sont dépendantes de ce milieu, eh bien, sont vouées à s'éteindre, ou du moins à diminuer dans un premier temps. Ce que l'on observe sur la figure en bas à droite, c'est que pour 6 espèces sur les 7 de l'étude, eh bien, on a une réduction des effectifs de l'ordre de 57 pour le gobe-mouche gris à 76% pour le tarier des prés. Mais la tendance globale, elle est à la diminution pour toutes ces espèces. Et celles-ci ne sont pas toutes inféodées au milieu prairial. Exception faite pour le bruant ortolan qui, lui, subit une augmentation de l'ordre de 10% entre les années 2000 et les années 2008. Voilà. Et puis, en dessus, vous avez une autre illustration qui permettrait d'expliquer tout ou partie de cette observation d'une augmentation de 11% pour le bruant ortolan, qui est finalement la capacité pour une espèce d'habiter dans un milieu ou d'habiter dans plusieurs milieux. En fin de compte, pour toute espèce confondue, on a effectivement une perte de biodiversité de l'ordre de 10%. C'est la courbe qui est en bleu. Pour les espèces qui sont inféodées au milieu forestier, elle est à peu près pareille, elle est de 11%.
Pour les espèces qui se sont inféodées au milieu urbain, eh bien, même si elles sont habituées à ce milieu, elles subissent quand même des pertes d'effectifs de l'ordre de 20%. Et on a la même perte pour des espèces dans un milieu agricole. Et puis, on a d'autres espèces qui sont dites généralistes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être inféodées à un seul milieu. Parmi elles, on peut rencontrer, par exemple, probablement le brun ortolan. Et puis, on peut rencontrer, comme autres espèces, la corneille noire, à titre d'exemple. Et celles-ci, elles ont la capacité, justement, d'avoir des populations qui augmentent au détriment d'autres espèces. Et donc ça, c'est intéressant de le rappeler, c'est-à-dire que oui, on a une perte de biodiversité, à toute échelle confondue presque, mais pour certaines espèces, ça n'est pas le cas. Et donc, c'est intéressant à prendre en compte et à étudier un peu plus en détail. Et donc, on va terminer sur l'iconographie. Vous avez en haut à gauche le bouvreuil pivoine, la femelle est derrière le mâle. Vous avez devant ici l'outarde canepetière, l'espèce prairiale par excellence. Vous avez ici le gobe-mouche gris, en dessous la linotte mélodieuse, ici un très beau mâle. Vous avez ici le pipi farlouse dans son plumage nuptial, le pouliot siffleur, ici, qui est assez difficile à identifier par rapport aux autres espèces de pouillots, et vous avez ici le bruant ortolan. Et je vous remercie pour votre attention.